La première opération, 19 janvier 2016. Nous sommes enfin arrivés à la date de l'opération vitale prévue pour Marc. La veille, le docteur D, rythmologue de son état, était venu dans la chambre et nous avait expliqué le principe de l'opération prévue. Note de bas de page. Un rythmologue est un cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme cardiaque. Fin de note. Il devait intervenir en passant par l'artère fémorale. Pour cela, il allait utiliser du matériel adulte, le CHU n'étant pas équipé de ce matériel en version pédiatrique. Mais notre fils était déjà grand pour son âge, et le matériel adulte se révélait adapté pour son cas. L'opération devait durer 2 heures. Le chirurgien nous a aussi indiqué les risques possibles. Marc ne serait pas opérable si le faisceau myocardiaque surnuméraire était trop proche du principal. Dans ce cas, notre fils devrait recevoir des médicaments à vie ou bien se voir poser un stimulateur cardiaque. Il existait aussi une probabilité très faible qu'un second faisceau surnuméraire existe. L'équipe médicale n'avait jamais pratiqué une telle opération sur un enfant aussi jeune. Le discours des médecins consiste à présenter le pire pour se couvrir en cas de problème. De notre côté, nous croyons au meilleur. Jean-Marc Sérigny. Marc devait être transféré de l'hôpital couple-enfant à l'hôpital pour adultes afin de subir cette intervention cardiaque. Mais personne n'a pensé à nous expliquer le déroulement pratique du processus, ce qui fait que nous avons été pris au dépourvu. Pour l'opération, nous avions ramené le petit doudou de notre fils bourriquet. Nous pensions qu'ils allaient endormir Marc dès le départ, mais cela ne s'est pas déroulé de cette manière. Dans la chambre, l'équipe médicale a administré à Marc un simple calmant auquel notre fils s'est visiblement montré réfractaire. Il a commencé à hurler à n'en plus pouvoir, et il a été emmené dans cet état de terreur sur un brancard. Pendant le transfert en ambulance, je suis restée avec lui chantant une comptine en russe. Marc était terrifié. Son cœur battait à 350 battements par minute, ce qui me terrorisait à mon tour. Puis, nous sommes sortis du véhicule sanitaire et nous avons été emmenés au bloc opératoire. Là, on m'a dit que je devais laisser mon fils, qu'ils allaient l'endormir dans le bloc. Même maintenant, je ne comprends pas pourquoi le transfert a été organisé de cette manière. Marc a subi 15 minutes de stress supplémentaire sur un cœur fragile, ce qui est, à mon sens, totalement inutile, en plus de dangereux, alors qu'ils auraient pu l'endormir au préalable. Je n'étais pas tranquille quand je suis ressortie du bâtiment, effondrée en larmes. Je pense que les infirmiers n'auraient pas dû me laisser sortir dans cet état. Mais rien n'était prévu pour les parents accompagnants. J'étais tellement déboussolée que je me suis retrouvée dans une cour intérieure où stationnait le personnel médical pour sa pause cigarette. Je leur ai demandé où se trouvait l'hôpital couple-enfant. Ils me l'ont simplement indiqué du doigt. J'ai tout de même fini, mais je ne saurais vous dire comment, par retrouver la station de tramway. Ensuite, je suis partie dans la mauvaise direction et j'ai dû faire demi-tour quand je m'en suis rendu compte. Je ne disposais pas d'un titre de transport, ni n'avais même d'argent sur moi pour en acheter un. J'étais en pantoufles, j'avais bourriquet dans les bras et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Les autres passagers du tramway ont dû me prendre pour une folle. L'opération a duré 7 heures. 7 longues heures d'attente. Heureusement, Pauline et mon mari étaient présents. Nous avons ainsi pu nous soutenir les uns les autres. Puis, enfin, un appel de l'anesthésiste indiquant que l'opération était un succès. Quel soulagement! Mais alors pourquoi, quand ils ont ramené Marc en réanimation, pourquoi était-il, à ce moment-là, à nouveau intubé?
J'ai demandé le compte-rendu de cette opération qui est normalement établi minute par minute. Mais je ne l'ai pas obtenu et je l'attends toujours. Notre fils est également revenu les bras attachés au brancard pour qu'il n'ait pas le réflexe d'extraire le tube de sa gorge à son réveil. Cela fut une vision d'horreur supplémentaire de le voir attaché de la sorte. Après son retour en chambre, Marc est resté endormi, récupérant doucement de l'opération. Le lendemain, il a commencé à se réveiller et l'équipe médicale a dû lui réinjecter une dose d'anesthésiant, le temps de lui faire passer une échographie du cœur et une IRM. 2 heures après, quand nous avons récupéré notre fils auprès de nous, les médecins nous ont annoncé que l'opération n'avait finalement pas fonctionné et que le syndrome WPW était revenu. Je vais devoir me livrer ici à une brève explication technique pour que vous puissiez comprendre la problématique de manière plus détaillée. Un cœur en bonne santé reçoit des impulsions électriques par un faisceau principal, le nœud auriculo-ventriculaire. Un cœur atteint du syndrome Wolff-Parkinson-White, WPW, présente une voie en surplus, le faisceau de Kent, qui achemine l'électricité directement des oreillettes au ventricule. Cela peut provoquer une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire une contraction rapide, désorganisée et inefficace des ventricules cardiaques. Dans le cas de Marc, son cœur était entouré de tout un réseau de faisceaux de Kent, comme si une araignée l'enserrait de ses nombreuses pattes. Pendant l'opération, le docteur D a supprimé autant de faisceaux qu'il a pu. L'équipe médicale pensait avoir réussi la procédure, car, lors de la vérification au bloc, le cœur de Marc transmettait effectivement l'électricité par la voie principale. Mais une fois Marc revenu dans le service de réanimation, son cœur a recommencé à utiliser des faisceaux secondaires qui leur avaient échappé. Une seconde opération devait donc être réalisée sur notre fils. Le délai d'attente était important, 1 mois et demi. 20 janvier. Pendant l'opération, ils ont été très précautionneux dans leurs gestes, vu l'âge de Marc. Et j'ai compris que, dans cet excès de précaution, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Marc va bien entendu rester sous médicaments anti-arythmiques et sous contrôle étroit pour éviter un nouvel arrêt cardiaque, afin que l'on puisse se focaliser sur le cerveau et sa rééducation. Jean-Marc Sérigny. Tout a donc recommencé plus ou moins comme juste après l'accident. Marc relié à des électrodes et des tuyaux de toutes parts, les massages, la kinésithérapie, etc. Quand nous avons insisté auprès de la chef de service pour obtenir des précisions quant aux résultats de l'IRM, elle nous a indiqué que 75% des cellules grises de Marc étaient mortes. C'était beaucoup, c'était énorme. Mais nous, parents, avons entendu qu'il restait à notre fils 25% de cellules grises en bonne santé. La condition de Marc continuait d'ailleurs à s'améliorer et, au sein de notre horrible quotidien, nous pouvions nous réjouir de quelques bonnes nouvelles. En premier lieu, l'ophtalmologue de l'hôpital était passé. Sa visite avait montré que les yeux de Marc ne présentaient aucune séquelle, infirmant nos craintes. Le défaut visuel que présentait notre fils était dû à une atteinte des neurones affectés durant l'accident. Ensuite, l'extubation post-opératoire s'était déroulée sans souci le 21 janvier. Les résultats des examens de la veille ayant écarté le risque d'épilepsie, les médecins ont pu progressivement diminuer les doses de Keppra et de Valium. Et surtout, Marc a commencé à mieux suivre la lumière des yeux. Durant les jours suivants, la vision de Marc a progressé d'heure en heure. Il accrochait de plus en plus les mouvements du regard et a finalement attrapé de manière spontanée, sans aide ni tâtonnement, des petites voitures que nous avions apportées et posées sur la tablette devant lui. Après cela,
Il a été en mesure de distinguer et de désigner les autocollants d'animaux fixés au plafond de sa chambre d'hôpital. Sa vue était revenue en grande partie. J'en ai profité pour ramener quelques livres. Je lui en ai montré les images et Marc était capable d'indiquer les animaux présents sur les pages. J'ai aussi amené un iPad dans l'idée de lui montrer des petits dessins animés. La première vidéo que j'ai essayé de lui faire regarder était celle de Dumbo l'éléphant. Mon fils a tenu 2 minutes. Il n'arrivait pas à se concentrer plus longtemps. Mais même avec cela, et même si son regard partait encore dans tous les sens, soulignant de manière flagrante l'atteinte neurologique dont il souffrait, nous voyions dans sa vision retrouvée le signe d'un espoir justifié. En parallèle, Marc faisait également des progrès au niveau moteur. Ses gestes gagnaient en assurance. Il maîtrisait mieux les mouvements de sa main droite. Tout au long de la journée, il remuait et pédalait avec les jambes. Cela faisait plaisir de le voir reprendre pied peu à peu. Cela étant, un nombre de peurs supplémentaires se profilait pour moi. Un membre du personnel médical m'a indiqué que lorsque Marc serait admis en médecine pédiatrique de rééducation, MPR, je ne pourrais pas rester auprès de mon fils pour les nuits comme je le faisais jusque-là. Pourtant, comment aurais-je pu laisser mon enfant seul pendant ce temps-là? Marc se réveillait 8 à 12 fois par nuit en hurlant. Il avait besoin de moi pour lui prendre alors la main et l'apaiser. Cette annonce m'a gardé éveillée toute la nuit, me rajoutant ainsi un stress dont j'aurais bien pu me passer. J'ai cherché sans répit des informations pour vérifier la véracité de ces dires. J'ai même investigué la possibilité de transférer mon fils dans un autre hôpital afin de pouvoir rester auprès de lui. Alors, quand j'ai appris le lendemain que ce n'était pas vrai, que je pourrais tout à fait rester auprès de Marc en MPR, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi avoir brandi cette menace devant mes yeux de mère effrayée? L'hypothèse pour laquelle je penche, c'est que je contrariais le personnel médical. J'étais présente en permanence près de Marc. Ainsi, quand une machine sonnait, je m'en faisais le relais humain. Je n'attendais pas 30 minutes qu'un infirmier soit enfin disponible pour administrer les médicaments indispensables à mon fils. J'allais chercher quelqu'un pour que ce soit fait au moment où cela se révélait effectivement nécessaire. En bref, je les embêtais. Le 23 janvier, le personnel soignant a pu ôter la sonde urinaire de Marc. Cela a constitué une victoire, car, au bout de plusieurs heures sans la sonde, voyant que Marc n'urinait pas dans sa couche, nous lui avons proposé d'essayer de faire ses besoins sur un fauteuil roulant percé d'un trou. Un infirmier a alors soulevé Marc, qui ne pouvait pas encore se tenir assis seul et pesait déjà 23 kilos. Et je me suis efforcée de maintenir mon fils en place. Les résultats ont été instantanés. Marc refusait tout simplement d'utiliser sa couche. 24 janvier. La santé de notre combattant continue de s'améliorer. Aujourd'hui, il a dîné de la moitié d'une assiette de purée aux 3 légumes et d'une brique de jus d'orange. Il reprend des forces et ne demande qu'à rire et s'amuser. Il a eu la visite de son patou et de sa Manou. C'était un bonheur partagé. Ce soir, il a été déménagé du côté soins continus, après être resté 15 jours du côté réanimation. C'est le même service, mais de l'autre côté du couloir. Marc parle, mais de façon tellement fluette que je ne le comprends pas. Mais ça va sortir plus fort dans peu de temps. Les gestes sont aussi plus précis et coordonnés. Jean-Marc Sérigny. Rappelons que Marc était jusque-là principalement nourri par intraveineuse et sonde nasogastrique, même s'il pouvait ingérer des aliments liquides ou empurés en parallèle. Le 25 janvier, l'intraveineuse a pu être enlevée et il était prévu que la sonde soit ôtée le lendemain. Mais Marc a dû estimer que cela suffisait. Juste après le départ du kiné,
Et juste avant que nous revenions dans sa chambre, il a attrapé son tube nasal et l'a arraché. Dans le service de réanimation, nous n'avions pas le droit d'être présents pendant les séances de kinésithérapie. Le personnel soignant voulait alors remettre la sonde en place, mais je suis intervenue. Puisque le mal était fait, pourquoi ne pas essayer de l'alimenter normalement dès à présent? Les médecins ont accepté d'anticiper cet essai.